Au palais de Koulouba, le rapport des États généraux de la culture remis au président de la transition, le document hautement stratégique pour le renouveau du secteur culturel contient des propositions qui serviront de feuille de route pour impulser une nouvelle dynamique, surtout courant 2025, décrétée année de la culture. Garibou Pérou nous fera le point. Où en sommes-nous avec la mesure d'interdiction de la circulation des véhicules hors normes et hors gabarit? Réponse avec Dambélé Madina Sissoko, le ministre des Transports, qui s'est rendu à Kourémalé, à la frontière Mali-Guinée, pour s'enquérir de l'effectivité de la mesure. Il en ressort que du 1er avril, début d'application de la mesure, au 21 avril 2025, plus de 8000 véhicules ont été contrôlés et plus de 2000 constatés hors normes. Notre pays célèbre doublement cette année la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En plus de la journée, notre pays introduit le vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination. Cette 18e édition est placée sous le thème « Le paludisme s'arrête à nous, réinvestir, réimaginer et raviver ». La célébration, c'était à Kalabankoro en présence de notre équipe conduite par Awa Adama Koulibaly. Le Mali lance sa toute première édition du Festival des Mangues, Festimang. L'événement a réuni l'ensemble des acteurs de la filière au Palais de la Culture, occasion d'échanger entre professionnels du secteur et opérateurs de tout genre, avec comme but final faire encore plus que la mangue malienne puisse briller au-delà de nos frontières. La cérémonie d'ouverture était présidée par Madame le ministre de l'Environnement, Doumbia Mariam Tangara. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous. Audience à Koulouba, une délégation conduite par le ministre en charge de la culture est venue remettre officiellement le rapport des États généraux de la culture au président de la transition. Document stratégique pour le renouveau du secteur culturel. Le dit rapport contient des propositions qui serviront de feuille de route pour impulser une nouvelle dynamique dans les secteurs clés de la culture, de l'artisanat, de l'hôtellerie et du tourisme. Compte rendu Garibou Pérou, Aruna Diara. Dans les mains, le ministre d'Affaires tient un document. C'est le rapport des États généraux de la culture tenu à l'échelle nationale. Il incline un peu la tête en signe de respect avant de remettre le document, fruit d'intenses consultations au président de la transition. Il marque l'aboutissement d'un vaste processus ayant mobilisé artistes, artisans, chercheurs, opérateurs culturels, institutions et partenaires. Le document dresse un état des lieux du secteur et propose des recommandations concrètes pour sa refondation. Nous avons présenté les 89 recommandations avec des grandes actions prévues qui vont participer à la refondation culturelle de notre pays. Ce document comporte la sémence et les germes pour vraiment bâtir, construire le nouveau Mali, avec des axes très très forts qui ont déjà connu un début de réalisation. Les grandes actions que je peux dire tout de suite parmi les 89, c'est déjà de travailler pour élever le budget du secteur de la culture et de l'artisanat à au moins 1%. Ça, c'est une recommandation très forte. Il y a aussi une recommandation de travailler sur les infrastructures, parce que qui parle de développement culturel parle de développement des infrastructures. Donc nous devons concevoir des cités, des infrastructures pour la diffusion, des salles de cinéma. Nous devons travailler par exemple sur un concept de Mollywood, un programme qui va réhabiliter la chaîne du cinéma au Mali, à l'instar de Nollywood et de Bollywood. Donc ça va être quelque chose qui va créer de la plus-value et dans une dynamique d'industrie de la culture. Le chef de l'État, en recevant le document en cette année de la culture, a salué l'engagement de tous les acteurs impliqués. Il a réaffirmé l'importance de la culture dans la construction d'une nation forte et réconciliée avec ses valeurs profondes. Nous avons vu un président de la transition ancré dans la tradition, dans les valeurs ancestrales, qui nous a donné beaucoup de conseils. Ce rapport est une étape décisive pour la relance du secteur culturel. Il servira désormais de base à l'élaboration de politiques nationales en matière de culture en phase avec les aspirations du peuple et les défis contemporains. Au CNT, session plénière, 2 projets de loi adoptés et renvoyés. Il s'agit du projet portant création d'une caisse des dépôts et de consignation et celui portant ratification d'une convention d'appui budgétaire portée par le ministère de l'économie et des finances. Celui relatif à la création du fonds d'entretien routier du Mali, défendu par le département en charge des infrastructures, a été renvoyé pour rélecture. Boubacar Bablé Touré pour plus de détails.
La création d'une caisse des dépôts et de consignation, un projet de loi initié par le ministère de l'économie et des finances, adopté ce jeudi à l'unanimité par les 122 membres du Conseil national de transition présent. Il a été défendu en lieu et place du patron de l'hôtel des finances par son collègue de l'industrie et du commerce. Ce projet de loi va être très utile pour mobiliser des ressources, surtout long terme. Si on fait une analyse aujourd'hui de la situation du financement de l'économie par les banques, on atteint nos limites. Par le fait des ratios prudentiels imposés par la Banque centrale aux différents systèmes bancaires et qui les empêchent donc de financer véritablement les économies par des ressources longues. Parce qu'il y a les ratios de division des risques. Toutes les banques doivent être limitées le financement d'un client à 25% de ses fonds propres et les fonds propres de banque ne sont pas trop importantes. Depuis 1963, le Mali disposait déjà d'une caisse de dépôt et de consignation. Mais cette caisse a timidement fonctionné. Pourquoi ? Parce que les textes connexes, notamment le décret qui devait définir son organisation et son fonctionnement, jusque-là n'ont pas vu le jour. Autre projet de loi toujours en lien avec le ministère de l'économie et des finances, celui portant ratification de la convention relative à l'appui budgétaire comportant un prêt entre le gouvernement du Mali et le Fonds du Qatar pour le développement. Un appui qui s'élève à près de 28 milliards de francs CFA. Ce projet de loi d'intérêt national a bénéficié de l'adhésion totale et entière des représentants de l'organe législatif de la transition. L'appui budgétaire qui est soumis à votre adoption va permettre à l'État de renforcer les actions humanitaires dans les zones conquises par l'armée, mais aussi et surtout de renforcer la réconciliation, la paix et la cohésion nationale. Mais également, à travers l'appui budgétaire, s'inscrit dans une dynamique de réalisation et de réhabilitation des infrastructures sociales de base au niveau de ces zones-là. L'appui, le total, ça fait 50 millions de dollars. Cet appui est assorti d'un prêt de 45 millions de dollars et d'un don de 5 millions. C'est vraiment un prêt concessionnel dans la mesure où il dispose d'un différé d'amortissement de 5 ans qui va s'étendre sur 10 ans à un taux d'intérêt de 1,50%. Le troisième et dernier projet de loi de la journée, porté par le ministère des Transports et des Infrastructures, relatif à la création du Fonds d'entretien routier du Mali, a été renvoyé à la prochaine session. Les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale se tiennent cette semaine dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes, de crise et de la dette en Afrique, de pression croissante sur le climat. Gouverneurs de banque centrale, ministres des Finances et experts internationaux cherchent des réponses communes aux défis économiques actuels. Le Mali, comme plusieurs pays africains, se fait entendre. Notre voix est portée par le ministre des Finances. Entre besoins de financement, plaidoyer pour la justice climatique et appel à une réforme du système financier international. Écoutons Hussein Sanou, il est au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. Nous avons eu des réunions avec les partenaires bilatéraux, particulièrement les administrateurs des pays. Et nous avons eu une rencontre avec l'administrateur du Royaume-Uni et également avec la Chine, l'administrateur de Chine. Et ces deux pays ont été rencontrés parce que c'est des pays qui ont pu apporter leur soutien, un soutien important au Mali. Vous vous rappelez que le Mali avait un dossier soumis au conseil d'administration du fonds, du FMI, et portant sur le food shock, le financement des chocs externes. Donc le Mali a bénéficié d'environ 128 millions de dollars dans ce cadre, et les pays qui ont bien voulu apporter leur concours pour l'obtention de ce fonds. Et il était important pour nous de venir les remercier et de leur assurer de notre engagement à l'utilisation correcte, conformément aux engagements que nous avons pris dans le cadre donc, de l'utilisation de ces fonds. Je rappelle que ça fait plus de 4 ans que le Mali était éligible à ce fonds. Donc il y a eu des discussions très importantes, plusieurs missions du fonds au Mali. Des missions qui ont concerné donc l'obtention de ce fonds pour le Mali. Mais comme le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta l'a dit, il faut que tout ce que nous fassions s'inscrive dans le cadre du respect de la souveraineté du Mali, des choix stratégiques du Mali, et que toutes nos décisions aillent dans le sens des intérêts des populations maliennes. Donc les autres réunions ont concerné les partenaires bilatéraux, notamment l'équipe
pays de la Banque mondiale, l'équipe pays du FMI et également l'équipe du Fonds chargé des questions de finances publiques. Donc les échanges ont porté donc sur l'évolution de la situation socio-politique économique du Mali. Donc les différents partenaires multilatéraux ont salué les efforts du Mali et ont vraiment félicité l'équipe du Mali pour les performances réalisées en matière de croissance, de maîtrise du déficit budgétaire, de maîtrise du taux du chômage, également tous les appuis qui ont été faits dans le cadre humanitaire et les efforts visibles qui ont été faits également dans le cadre de la sécurité, de la sécurisation du pays. Voilà, le ministre et sa délégation qui séjournent donc à Washington dans le cadre des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Les travaux du forum Crans-Montana 2026-2025 ont débuté à Casablanca au Maroc sous le thème « Le commerce international de l'Afrique, sûreté maritime et sécurité des ports et routes navigables ». Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale prend part à cet événement de 2 jours. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, un extrait de son intervention. Aujourd'hui, nous sommes là, un an après, pas à parler du fait que est-ce que l'AES est une réalité ou pas. Je crois que chacun de vous peut aujourd'hui en tirer les conclusions. Est-ce que les chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta du Mali et le général d'armée Abdourahmane Tchani du Niger sont sérieux dans leur détermination à aller de l'avant dans ce projet pour répondre aux aspirations de leur population? Je pense que ça c'est clair pour vous, même pour nos amis, les États membres de la CEDEAO, malheureusement, qui, après notre décision de retrait, n'avait pas pris au sérieux. Je pensais peut-être que c'était un épiphénomène. Ce que je voulais et que j'essaie d'expliquer, c'est vrai qu'on dit que nos pays sont pauvres. Je suis persuadé que nos pays ne sont pas pauvres. Nos pays ont été appauvris par des systèmes politiques, économiques et sociaux qui nous ont mis dans ces situations. Mais nous avons une responsabilité nous-mêmes de n'avoir pas pu changer cette situation, de l'avoir acceptée et d'avoir travaillé avec ceux qui l'ont créé pour pouvoir perpétuer. Parce que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de perpétuer ce système parce que ceux qui contrôlent le système sont convaincus que si le système change, ils vont perdre le contrôle. Parce qu'ils sont convaincus aussi qu'il faut que nous soyons pauvres pour qu'ils soient riches parce que les gens veulent continuer. Vous avez parlé de prédation. Parce que malheureusement, beaucoup de pays, beaucoup d'institutions sont dans une stratégie et des politiques de prédation. Il faut que nos pays comprennent et puissent vraiment arrêter. Pourquoi on va faire la prédation à des pays qui sont pauvres? S'ils sont pauvres, il n'y a rien à prendre. Voilà. Et toujours hors de nos frontières, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel poursuit sa mission de collecte des attentes et préoccupations des Maliens établis à l'extérieur. Un mot de l'étape du Royaume d'Arabie Saoudite avec le président Yacouba Katili, un extrait choisi par Bemba Sibi. La préoccupation principale, d'abord, il y a le problème de langue qui est posé. Et les enfants qui sont nés ici, parlant que l'arabe, peut-être un peu l'anglais, ont beaucoup de difficultés, même s'ils retournent au pays, ils puissent avoir vraiment la voie de l'intégration pour le suite. Mais un autre élément important, le constat qu'on a fait au niveau de la Mecque aujourd'hui, c'est qu'il y a des problèmes de dégagement que nos gens ont été vraiment victimes. Ils ont été victimes et c'est la politique du pays. Personne ne peut faire quelque chose contre cette politique. Les gens qui sont victimes de cette situation sollicitent à ce que les pays puissent vraiment les soutenir, puissent prendre en compte leurs préoccupations. Quand il y a une maison ici qui a été détruite et au pays il n'y a pas de terrain, c'est vraiment des soucis. La préoccupation de l'école a été posée tant au niveau des Émirats qu'au niveau de Jeddah, aussi bien qu'à la Mecque ici aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment que l'État malien accepte de créer des écoles ici pour pouvoir former nos enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, pour qu'ils puissent être en phase avec l'État malien, des restes des questions de détention des diplômes. Parce que cet élément est ressorti également dans les préoccupations. Voilà, entre autres, les aspects qui ont été soulevés.
Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde pense au pays. Tout le monde pense au pays et à telle enseigne qu'avec ces problèmes aujourd'hui, certains sollicitent vraiment un retour volontaire, mais avec le soutien de l'État. Retour au Mali et nous allons suivre le ministre de l'Élevage et de la Pêche en visite de terrain dans la région de Dioïla. Il s'agit pour Yubaba de superviser la campagne pastorale consolidée 2024-2025. Le ministre a été dans les fermes avicoles de Tigida Sampi et de Moussa Togola avant de se rendre à Kéréla dans la région de Dioïla pour voir la réalisation d'un système hydraulique pastoral. Envoyé spéciaux à Dioïla, Mamadou Fane, Djeli Maranjabati. C'est par la ferme de Tigida Sampi, dans les villages de Konkou, commune de Djouma, que le ministre de l'Élevage et de la Pêche a entamé sa visite dans la région de Dioïla. Dans cette ferme, près de 600 alvéoles d'œufs sont produites par jour. Elle produit également des alevins. Outre la ferme Tigida Sampi, le ministre a visité la ferme de Moussa Togola dans la commune de Guénéka. Cet expatrié malien a décidé d'investir dans son pays et produit environ 250 alvéoles d'œufs par jour. Il a à son actif une unité de fabrication d'alvéoles d'une capacité de 1000 alvéoles par jour. Venir au Mali, c'est plus qu'un choix. C'est une conviction personnelle. On a commencé à peu près avec 1000 sujets. Aujourd'hui, on a une capacité de 16 000. Et on a aussi une unité de transformation d'aliments pour volailles. Et là, on est en train de se diversifier vers l'industrie. Et on est en train de faire aussi, on a installé une machine pour fabriquer des alvéoles en carton. Le ministre a aussi visité un mini-système d'hydraulique pastoral d'une capacité de 20 mètres cubes dans le village de Kéréla, dans la région de Dioïla, réalisé dans le cadre du projet PRAPS 2. C'est l'État malien qui a construit ce château pour l'abreuvoir des animaux. Nous avons vu que des choses sont en train de bouger, le travail est en train d'être fait, malgré les moyens qui sont souvent insuffisants. Nous repartons très très satisfaits de cette visite qui rentre dans le cadre de l'axe 3 de la lettre de cadrage de son Excellence le Président de la Transition adressée au Premier ministre chef du gouvernement pour que les actes que nous posons aillent dans le sens de l'amélioration de l'alimentation et de la nutrition de nos populations. Le ministre a aussi rencontré les services techniques relevant de son département pour faire le point de la campagne. Il a ensuite rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la région de Dioïla. À présent, cette signature de convention entre l'ambassadeur de Chine au Mali et le commissaire à la sécurité alimentaire. La Chine fait un don monétaire de 2 millions de dollars américains, soit plus d'1 milliard de francs CFA, au gouvernement malien. Le don va permettre d'assister plus de 24 000 ménages vulnérables, nous dit Ba Traoré. La République populaire de Chine se dresse aux côtés du gouvernement malien dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Un don monétaire de 2 millions de dollars américains, soit plus d'1 milliard de francs CFA, est mis à la disposition du gouvernement du Mali. L'apport du partenaire chinois vise à assister les populations vulnérables, les déplacés internes et les victimes des inondations. Cette aide modeste témoigne l'amitié profonde qui unit nos deux peuples. Conscient que la sécurité alimentaire concerne la stabilité du pays et le bien-être de la population, nous espérons que cette aide financière et les aides alimentaires d'urgence que le gouvernement chinois a effectuées ces dernières années et effectuera bientôt encore pourraient soulager les épreuves passagères du peuple malien. Le geste est de grande portée pour le commissariat à la sécurité alimentaire car il va permettre de combler en partie le déficit enregistré lors de l'élaboration du plan national de réponse pour 2025. Grâce à cette contribution, le commissariat à la sécurité alimentaire pourra acquérir près de 2500 tonnes de céréales, principalement du riz importé et du mil local. Environ 24 750 ménages, soit 148 500 personnes bénéficieront de cette aide, notamment dans le district de Bamako et certains cercles de régions de Sougou, San, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Chaque ménage recevra une dotation de 100 kg.
Au-delà de ce don monétaire, la Chine s'engage à partager les expériences en matière de développement et de modernisation agricole avec le Mali, a conclu le diplomate chinois. Autre grand titre de ce journal, le Mali célèbre doublement cette année la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En plus de la journée, notre pays introduit le vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination. Cette 18e édition offre l'opportunité de célébrer les étapes importantes de la recherche et de partager des informations sur les différentes approches de l'élimination du paludisme. Le thème 2025 est le paludisme s'arrête à nous, réinvestir, réimaginer et raviver. La célébration c'était à Kalabankoro en présence de notre équipe de reportage composée de Awa Adama Koulibaly et Julie Traoré. Aïssatou Amadou Traoré, né le 20 mai 2024, reçoit la toute première dose du Matrix MR21 sur le territoire national. Elle est le premier enfant sur les 600 000 potentiels bénéficiaires. Le Mali devient ainsi le 20e pays africain à introduire le vaccin antipaludique dans son programme de vaccination de routine. Le pays est aussi le premier dans le monde à mettre en œuvre une approche hybride de vaccination qui concerne l'administration des 3 premières doses mensuelles tout au long de l'année en fonction de l'âge, suivi par les 4e et 5e doses administrées les années suivantes, de manière saisonnière en mai et en juin. Ce vaccin qui a été homologué par l'OMS est un vaccin sûr, avec une efficacité de plus de 70% en termes de réduction et de survenue des cas graves et des décès. D'ici la fin 2025, nous prévoyons que le vaccin sera déployé dans 25 pays au total, ciblant plus de 13 millions d'enfants par an dans la région africaine de l'OMS. Si son efficacité est prouvée, le vaccin R21 n'est pas une solution autonome. Il est important d'y combiner les anciennes formules de lutte comme l'assainissement et la lutte anti-larvaire. Le Mali est à sa 5e génération de plan stratégique national de lutte contre le paludisme, couvrant la période 2024-2028. Nous devons tous être fiers du rôle que le Mali, que vous avez joué dans cette entreprise historique qui changera le cours de millions de jeunes vies dans le pays et ailleurs. La vaccination est désormais devenue un moyen supplémentaire et complémentaire dans la lutte contre le paludisme. Ce n'est guère impossible de vaincre cette maladie quand on sait que plusieurs autres pays l'ont fait. Je vous invite donc à vous inscrire sur cette voie dont l'aboutissement profitera à nous tous, surtout aux couches vulnérables que sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. La réussite de l'introduction du vaccin antipaludique dans le PEV est un défi que chaque acteur se doit de relever jusqu'à sa mise à échelle. Pour clôturer la cérémonie en toute beauté, les centres de santé de référence de Fana, Kangaba, Bafulabe, Kalabankoro, Kita, Badjangara et le CHU Gabriel Touré ont reçu chacun une ambulance médicalisée acquise sur fonds propres du département de la santé et du développement social. Toujours dans la mouvance de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'ambassadeur du Japon au Mali s'est rendu au point G pour visiter le centre de formation et de recherche sur les parasites et les microbes, un haut lieu de savoir dédié à la recherche contre les maladies infectieuses. L'ambassadeur japonais a mis sa visite à profit pour annoncer le lauréat du prochain prix Hideo Noguchi pour l'Afrique qui sera décerné à notre compatriote professeur Abdoulaye Jimde pour tous ses efforts dans la lutte contre le paludisme. Le point avec Arijunatina. Département fait professeur Ogobara Dumbo, c'est au lieu du savoir, de formation et de recherche dans le domaine des maladies infectieuses, notamment le paludisme, est magnifié à travers cette visite de l'ambassadeur du Japon au Mali en ce 25 avril, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Personnellement, j'ai visité donc d'autres centres et je suis vraiment émerveillé de voir des activités de recherche vraiment intenses et très efficaces. Notre gouvernement a annoncé les lauréats pour le 5e prix de Hideo Noguchi pour l'Afrique ont été annoncés. Et donc, notre cher
Abdoulaye Jimde a été nommé comme lauréat de la 5e prix Hideo Noguchi pour l'Afrique. Félicitations. Le prix Hideo Noguchi pour l'Afrique dans la catégorie de la recherche médicale va être décerné pour la 2e fois à un chercheur du continent. Une fierté donc et un honneur pour notre pays. C'est un prix qui honore notre faculté, qui honore notre université et qui honore notre pays. La deuxième circonstance qui nous réunit est le lancement de la nouvelle vision de notre laboratoire. Notre laboratoire est surtout connu pour ce que nous faisons sur les travaux que nous faisons sur le paludisme, mais feu notre maître, le professeur Ogobara Dumbo, visionnaire qu'il était, avait déjà compris qu'il fallait voir au-delà du paludisme, qu'il fallait élargir les centres d'intérêt de notre groupe. Nous adressons nos chaleureuses félicitations au professeur Jimde qui ne cesse d'honorer mon université et notre pays. Donc merci Jimde pour tout le travail accompli et également, je sais, en termes de recherche, mais surtout en termes de formation des ressources humaines. L'organisation et la remise du prix Hideo Noguchi pour l'Afrique s'inscrit en droite ligne de la volonté du gouvernement japonais de faire de la culture de l'excellence un état d'esprit partagé par l'ensemble de la communauté internationale. Il sera décerné au professeur Abdoulaye Jimde au mois d'août prochain au Japon. Cela à l'occasion de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9. Et toutes nos félicitations au professeur Abdoulaye Jimde. Inauguration du service de pédiatrie du CCRF de Douanza. La nouvelle infrastructure qui comprend plusieurs unités est dotée de lits modernes et d'équipements médicaux essentiels pour assurer une prise en charge optimale des enfants. Almouzer Al-Kamissa Yatara, Salif Sangare, correspondance. Une avancée significative dans la santé des enfants à Douanza, avec l'ouverture de la nouvelle unité pédiatrique du centre de santé de référence. Ce projet, soutenu et réalisé par Médecins sans frontières, MSF, a pour objectif d'améliorer les soins apportés aux enfants dans cette zone faisant face à des sérieux défis sanitaires. Nous offrons aujourd'hui aux enfants de cette région un lieu où ils peuvent recevoir des soins de qualité dans des conditions dignes et sécurisées. Notre objectif commun, offrir à chaque enfant, quelle que soit sa situation, la chance de grandir en bonne santé dans un environnement sain et serein. Il dit qu'il est très content, qu'il a fréquenté beaucoup vraiment des CCRF et des hôpitaux. Il n'a jamais vu comme les CCRF de Douanza. D'abord, ils sont dans une maison qui répond à toutes les commodités. Ça, c'est un de deux aussi. Leur prise de charge est intégralement prise. Cette réalisation est le fruit du partenariat entre les districts sanitaires de Douanza et l'ONG Médecins sans frontières dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès de la population du cercle de Douanza aux soins de santé gratuits et de qualité. Avec ces équipements de dernière génération, ces joyeux Famblan 9R+1, entièrement financés par les Médecins sans frontières à hauteur de plus de 183 854 725 francs, va d'une part renforcer le plateau technique afin de fournir des soins de qualité aux populations et singulièrement aux enfants, et d'autre part améliorer le cadre de travail du personnel sanitaire. L'infrastructure, un bâtiment construit à 2 niveaux, est composé comme suit: des bureaux de consultation médicale, une salle de garde, des salles d'hospitalisation avec une capacité de 35 lits, 5 salles d'isolement, une buanderie, une salle de préparation de lait, 2 toilettes pour le personnel et 4 toilettes pour les malades et leurs accompagnants. Le public a été instruit grâce à une représentation de sensibilisation aux dons de sang.
Gros plan à présent sur la mesure d'interdiction de la circulation des véhicules hors normes et hors gabarit. Le ministre des Transports a Kourémalé à la frontière Mali-Guinée pour s'enquérir de l'effectivité de la mesure. Avec le directeur de douane et les responsables des services impliqués dans la mise en œuvre de la mesure, Dambélé Madina Sissoko dit constater l'application de la mesure avec beaucoup de satisfaction. La mesure, faut-il le rappeler, est très importante pour la sauvegarde du réseau routier national qui se dégrade de façon précoce avec les poids qui dépassent les normes. Du 1er avril, début d'application de la mesure, au 21 avril 2025, plus de 8000 véhicules ont été contrôlés et plus de 2000 étaient hors normes. Un tour à Kourémalé et dans les garages, c'est avec Sira Bachili et Taeb Adjawakouya. Sur les pas des transporteurs pour sauver nos routes et garantir la sécurité routière, le ministre des Transports et des Infrastructures, accompagné du directeur général des douanes, vient constater l'effectivité de la mesure du gouvernement relative à l'interdiction de la circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit. Nous sommes à Kourémalé, à 120 km de Bamako, à la frontière Mali-Guinée. On est venu aujourd'hui, nous voyons que la mesure elle est effective. Parce qu'au niveau de tous les postes frontaliers du Mali, tous les véhicules qui ne sont pas dans les normes ne peuvent pas circuler sur les réseaux. Donc vous voyez les véhicules que nous venons de mesurer tout de suite à peu près une longueur de 23,80. Donc quand vous regardez au niveau de Bamako, pas Bamako seulement, même sur les corridors, vous voyez que ces véhicules lourdement chargés, hors gabarit, constituent un danger sur les infrastructures routières. L'État stoppe donc le danger de disparition du patrimoine routier avec la dégradation progressive des infrastructures qui ne supportent plus les poids et les hauteurs de ces véhicules gros porteurs. Goudron, caniveaux, échangeurs, passerelles, le constat est sans équivoque. Ces équipements pratiquement sont tous touchés. Les caniveaux qui drainent le long des axes routiers, quand ces véhicules-là s'achonnent, obligatoirement, les bajoyers de ces caniveaux s'effritent. Et ensuite, sur les routes, nous avons installé des portiques. Et des portiques, quand vous constatez, pratiquement tous les portiques sont cassés. Et au niveau des axes routiers urbains aussi, nous avons des échangeurs. Et si vous regardez au niveau du viaduc de Yirimadjo, moins d'un an, quand le viaduc a été mis en service, on a constaté que les poutres des rives sont cassées. Au niveau de Sogoninko, si vous regardez la passerelle qui est là-bas, la poutre des rives aussi est cassée jusqu'à ce que les armatures qui sont dans les bétons sont à ciel ouvert. Quand vous regardez sur l'échangeur au niveau de la cité administrative, tous les portiques qui sont sur l'échangeur, pratiquement tout est cassé. Donc c'est ce qui nous a poussé à prendre cette décision. La bonne mise en œuvre de la mesure engage donc tous les acteurs avec les transporteurs en première ligne et tous les services techniques des départements en charge des transports et de l'économie pour le suivi. Les avantages sont aussi économiques avec l'amélioration de la recette douanière. 1 km de goudron coûte excessivement cher et il est fait sur la base des normes établies, sur la base d'une certaine quantité, en tout cas de marchandises que les camions doivent contenir. Une fois que ces normes ne sont pas respectées, donc nous allons avoir les goudrons qui seront très vite usés et cela va nécessiter encore beaucoup plus de dépenses. La deuxième chose, c'est que la douane également, dans la recherche des recettes et dans l'efficacité, ne pourra pas avoir toute la mesure des marchandises qui arrivent et ne pourra pas avoir les meilleures positions tarifaires appliquées. Et la troisième chose, c'est que tous les investissements que nous avons faits en termes de CET, c'est-à-dire le scanning des camions, souvent les gabarits des camions sont tels qu'ils ne peuvent même pas rentrer dans les installations prévues pour le scanning. Toutes choses qui font qu'on risque d'avoir des déperditions de recettes, on risque d'avoir de la fraude. Et également, même si les douaniers veulent monter sur ces camions pour évaluer les choses et pour avoir des écorts, c'est souvent très très compliqué. Nous allons instaurer ce qu'on appelle l'escorte douanière, puisque c'est des véhicules hors normes, hors gabarit. Donc ils seront escortés jusqu'au niveau des bureaux de destination. Et entre-temps, toutes ces cargaisons vont passer par les scanners qui sont sur les plateformes douanières. Donc,
Il y a un premier niveau de suspicion qui constitue le hors gabarit ou hors norme, mais il y aura un deuxième niveau de suspicion qui va être confirmé ou infirmé au niveau des scanners. Donc tout cela mis ensemble, et les véhicules sous escorte douanière jusqu'au niveau des bureaux de destination vont être pris en charge au niveau des bureaux de destination. Et nous avons donné des instructions de traiter ces véhicules-là conformément à la réglementation en vigueur. Du 1er au 21 avril 2025, plus de 8000 véhicules ont été contrôlés et plus de 1600 étaient hors normes et remis à la douane. Les propriétaires, avec l'aide des garagistes spécialisés dans la carrosserie, procèdent à des modifications des véhicules pour transporter les marchandises d'une centaine de tonnes. Le mal est profond, il faut le guérir à la source. Nécessité de suivre dans les détails la mise en œuvre de la mesure. Après Kourémalé, le directeur des transports Mamadou Sow fait le tour des garages qui font ce travail. Ici, c'est Sougoninko, en commune 6 du district de Bamako. Nous avons un camion ticket chamane be. Bon, marché fla qu'on sort. Nous avons flabé ticket dimension norme. 16 mètres 59 fort. Donc tolérance 17 mètres. On est tolérance ta direcira. Donc on a dimension 17 mètres qu'on a. Parce que on va ira avec un coup de coloro que jamana qu'on a avec guidron tient bon. Donc on a essayé qu'à d'abord aller dans la zone. Mettre la d'une côté là. On met ban attaqué. Voilà. Bon moi aussi ça me dit. Dans une nouvelle phénomène, il a préféré directement quand on a mon bla mi demandé là comme 16 mètres et demi. Voilà c'est ce que je fais. Bon on a be hakela chananga na fabola. Na banga hakela anga na fabola donu me soro. Bon vraiment pour l'homme t'as témoin lui mais quand c'est plus ce tour dans les garages permet non seulement d'évaluer l'application de la mesure, mais aussi et surtout de sensibiliser les soudeurs qui réadaptent les carrosseries à la surcharge. La mesure est en bonne marche, non seulement dans les garages à Bamako, mais aussi dans les régions. Nous avons connaissance que même des équipes de coupe ont été déplacées à Kourémalé, à Diboli, à Mainamine, à Zégua, pour que les véhicules qui sont déjà vides puissent être coupés et mis dans les normes. Aujourd'hui, c'est quand même la preuve évidente que l'application, quand bien même des difficultés ont été recensées par-ci par-là, quand bien même des transporteurs, certains transporteurs n'ont pas adhéré, la majorité a compris qu'il faille impérativement aller mettre les véhicules dans les normes afin de répondre à ce que l'État a demandé, qui est conforme à ce que la communauté ouest-africaine souhaite. La mesure d'interdiction de la circulation des véhicules hors normes et hors gabarit est un soulagement pour les riverains de certains quartiers de Bamako, comme Sébenikoro, Samé et Nyomirambougou. Pour eux, c'était l'incertitude et l'inquiétude au quotidien. Moliba bɛ na tɛmɛ kɔrɔ kuma i b'a ko a bɛna bi yɛrɛ sigilen kan tellement mobili falen don wa fɛrɛn tigɛlenw de bɛna an sigilen sɔrɔ kuma bɛɛ sira in na mɔgɔ dama bɛ sa san kɔnɔ a ka ca dɛ dɔw ka jan yɛrɛ de u ka jan wa u falen bɛ kɛ f'u bɛ to ka jɛngɛ jɛngɛ. Bon degun b'anw kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka kun kɛ molibaw ka gɛlɛya ye quoi parce que waati bɛɛ molibaw bɛ charger. Et puis il va se donner fana we ilmeku ye ba fina hage mi do fara bunya kan a doni ta doni mi be chaya ko juru ilmeku ma olu sa do vraiment bla boni ta bla we ba so tuma tama o be ka sara ye mo be sa wati be trani kam. La mesure d'interdiction des véhicules gros porteurs est conforme au règlement numéro 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Il est relatif à l'harmonisation des normes du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport. Le respect des mesures édictées est une obligation. L'application de cette mesure est effective sur tous les corridors du pays. La rigueur reste de mise pour l'image du Mali.
C'était là donc le grand format de ce journal et je vous amène au Palais de la Culture, Amadou Ampateba, où la senteur de la mangue vous emporte depuis que vous franchissiez le grand portail. Oui, la toute première édition du Festival des mangues, Festimang, a pris son envol ce matin. L'initiative du journaliste Moussa Papa Aïdara, avec comme parrain le directeur général de l'ERTM Hassan Baba Djombélé, réunit l'ensemble des acteurs de la filière mangue du Mali. Ce festival sera l'occasion d'échanger entre professionnels du secteur et opérateurs de tout genre. Le but final est de faire en sorte que la mangue malienne puisse profiter au maximum aux Maliens et porter haut le drapeau malien à l'international. La cérémonie d'ouverture, un reportage signé Aoulusseïnou Touré. Quand je vous dis Kent, Valencia, Aden, Palmier, Smith, Amélie, Papaye, Irwin, Kate, Miska ou Eldon, vous vous demanderez sans doute de quoi il s'agit. Eh bien, ce sont là les différentes variétés de mangue. Elles vont des plus grosses aux plus petites, des plus effilées aux plus rondes, des plus sucrées aux plus amères, des plus juteuses aux moins juteuses. Qu'importe, le Mali produit une grande variété de mangues dont une grande partie échappe à la consommation et pour cause, les difficultés de commercialisation et de transformation. Beaucoup d'initiatives ont été lancées pour mieux organiser la filière mangue. Le Festival des mangues en est une. Il se propose de contribuer à l'essor de ce secteur. L'initiateur de ce festival, une première au Mali, y croit fermement. Le Festival de la mangue, c'est donc l'occasion de valoriser cette filière porteuse, de créer des synergies entre les acteurs, de promouvoir l'innovation, mais aussi de découvrir au grand public toute la richesse gustative et économique de la mangue. C'est donc un espace de rencontre, de partage et d'apprentissage et de célébration. Mesdames, Messieurs, derrière cette initiative se trouve également une vision de valoriser nos productions locales à travers une communication forte, authentique et engagée. Ainsi, du 25 au 27 avril, les amateurs de la mangue, les professionnels du secteur, producteurs, transformateurs, exportateurs, intermédiaires et autres services publics seront au rendez-vous. Nous dégageons pratiquement 10 milliards de francs CFA par an. Et il faut comprendre aussi qu'il y a des impacts indirects qui sont des impacts socio-économiques. Quand vous notez, quand on parle de 10 milliards, vous multipliez 10 milliards par 10, vous avez plus de 100 milliards. Donc, c'est-à-dire que ces 100 milliards viennent des impacts extérieurs. On a des difficultés de financement, on a des difficultés de production, on a des difficultés de logistique aussi. Il y a une centaine de variétés qui sont là, mais les variétés qui sont recommandées sur le marché international, il n'y en a que 5. Il y a les Kent, il y a les Kate, il y a les Valencia, il y a Amélie, et puis un peu de Summit. C'est le marché qui demande. Et comme aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de la mangue, donc nous avons un produit spécial pour la mangue qu'on appelle mouche de fruits. Voilà, donc vous voyez, comme il y a les mouches sur le sachet, donc ça capture les mouches qui attaquent les fruits. Voilà, surtout la mangue. La filière mangue bénéficie désormais d'un label qui protège la marque. Le CEMAPI veille au grain. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. La mangue du Mali est enfin labellisée. Il a un logo qui permet de l'identifier dans les autres mangues produites dans les États membres. Parce que la première porte de valorisation, c'est l'acquisition des titres. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un label qui porte sur un produit malien et qui porte surtout sur la mangue, qui est un produit très prisé à l'extérieur. L'édition, la toute première du Festimang, a été parrainée par le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombélé, avec l'accompagnement du département de l'agriculture. Représentant son collègue, le ministre en charge de l'environnement a chaleureusement félicité l'initiateur tout en faisant ressortir les véritables atouts de la mangue malienne. Avec plus de 20 000 emplois générés, près de 20 000 tonnes exportées chaque année et 18 milliards de francs CFA de recettes, elle incarne tout le potentiel de notre agriculture. Le Festimang n'est pas une simple célébration. C'est un espace stratégique de dialogue, de découverte et d'échange où les producteurs partagent avec les transformateurs, où les commerçants rencontrent les logisticiens, où les investisseurs détectent les opportunités concrètes et où les consommateurs
découvrent les saveurs et les vertus de ce délicieux fruit exotique et gourmand. Je tiens à féliciter et remercier chaleureusement le promoteur du festival pour cette initiative salutaire. Le gouvernement s'engage à accompagner notamment dans la structuration, l'accès au financement, la création du label Mangue du Mali, la recherche de financement et la promotion de partenariats régionaux, notamment dans le cadre de l'AES. Et juste après cette édition, vous pourrez suivre le journal spécial consacré au Festival de la Mangue. On était là-bas cet après-midi. Vous allez découvrir les stands et d'autres merveilles qu'offre la Mangue du Mali. Tenus à Gao, des travaux de la session d'information et d'échange sur la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Alou Idrissa Maïga nous en parle. 50 participants, parmi lesquels des religieux, des représentants de la société civile et des forces de défense et de sécurité, ont pris part à cette rencontre d'information et d'échange sur la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Cette activité se place dans le cadre de la mise en œuvre d'un vaste programme qu'on appelle PROSMED. C'est le programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit. C'est un programme qui est financé par 5 agences du système des Nations Unies, en tête le PNUD. Dans ce programme, il y a un volet qui se focalise sur la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Ce volet est mis en œuvre par le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, à travers le secrétariat permanent de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. On a institué des sessions de vulgarisation de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Ce cadre d'échange de 2 jours, organisé par le secrétariat permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, est beaucoup apprécié par les participants. Cette rencontre est venue à point nommé. Dans la mesure où notre région, particulièrement Gao, a connu beaucoup d'agressions, a connu beaucoup de difficultés, et en utilisant la religion comme instrument donc, pour vraiment confondre les populations, on se dit vraiment que les autorités ont très bien fait de penser à organiser une telle activité. C'est un phénomène que nous vivons au quotidien, qu'on doit connaître et essayer d'avoir des mécanismes de lutter contre ça efficacement pour tirer la jeunesse de ne pas participer à ce genre d'extrémisme qui empêche le développement et qui détruit la société. Cette session a été rendue possible grâce à l'appui du PNUD et des autres partenaires. Fin des travaux des états généraux du sport ici à Bamako. Ils ont été sanctionnés par 88 recommandations qui, une fois exploitées, pourront être des solutions pour le développement du sport malien, nous précise Abdul Karim Kaba. 88 recommandations pour faire rayonner le sport malien, ce sont là les conclusions issues des états généraux du sport. En 2 jours, les experts, les fédérations sportives nationales, les athlètes et l'ensemble du monde sportif ont échangé sur les cadres juridiques et institutionnels, la gouvernance, les infrastructures sportives, les ressources humaines et le financement du sport. La mobilisation de tous les acteurs prouve à suffisance l'engagement et la volonté des Maliens pour leur sport. En mettant à votre disposition les résultats de nos efforts communs, de nos efforts à tous, nous avons tous une hantise. Elle est relative au sort qui sera réservé à ce précieux outil d'aide à la décision comptant 88 importantes recommandations. Nous souhaitons qu'il vous serve de bréviaire et de levain pour enclencher les réformes que le renouveau du sport malien appelle de tous ses voeux. Les dites recommandations s'avèrent très utiles. C'est pourquoi le ministre Fomba a rendu hommage au président de la transition pour son initiative et ses efforts pour le sport malien. Il nous revient désormais, à nous, autorités politiques, acteurs techniques, partenaires et citoyens, de traduire ces recommandations en actions concrètes sur le terrain, dans les clubs, dans les quartiers, dans les écoles, dans les régions. L'enjeu dépasse le cadre purement sportif. Il s'agit ici de préparer un avenir meilleur pour notre jeunesse, de favoriser l'unité nationale et de positionner le Mali sur la carte du sport continental et international. Avec cette grande mobilisation, tout laisse à croire que cette grande concertation nationale est le début et des pistes de solutions pour que le sport malien puisse se développer davantage sur le plan continental
et internationales. Oui, et pour le bonheur des Maliens, le rôle des femmes dans la reconstruction du Mali Koura, c'est le thème choisi par l'Amicale des femmes de la Caisse malienne de sécurité sociale dans le cadre de la Journée internationale des femmes. On fait le point avec Maïmouna Guindo et Aruna Diarra. Les chaises remplies, elles étaient nombreuses à répondre à l'appel de la direction générale de la CMSS. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'Amicale des femmes de la Caisse malienne de sécurité sociale a organisé une conférence débat autour d'un sujet au cœur de l'actualité nationale, le rôle des femmes dans la reconstruction du Mali Koura. Nous reconnaissons que la stabilité d'un État ne se construit pas uniquement au sein des institutions, mais également au sein des foyers, des communautés et de lieux de travail où les femmes sont présentes. Elles éduquent, soignent, produisent, pacifient. Elles portent le poids du quotidien, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur pour notre nation. Pour ouvrir les échanges, le conférencier principal a pris la parole apportant un éclairage sur la place stratégique des femmes dans le processus de refondation du Mali Koura. Parler du rôle des femmes, ce n'est pas une faveur, c'est reconnaître leur contribution essentielle à notre avenir commun. Et refonder et reconstruire un pays, ce n'est pas seulement rebâtir des institutions, c'est aussi réparer le tissu social, renforcer les valeurs de solidarité, de justice, de paix et de redonner à chacun une place pleine et entière. Ça commence au niveau de la famille d'abord, ensuite au niveau du service et au niveau social même, au niveau du pays. Les femmes jouent un grand rôle. En clôturant la rencontre, les organisatrices ont rappelé que la reconstruction du Mali ne saurait se faire sans une réelle inclusion des femmes à tous les niveaux. Entre convictions affirmées et propositions, cette conférence débat aura été marquée par un engagement renouvelé à bâtir un Mali uni et fort. Au Burkina Faso, faisons ensemble le point des grandes décisions prises lors du Conseil des ministres. Un commentaire de Sékou Zango. Le mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons à Ouagadougou sera inauguré le samedi 17 mai prochain. La décision est prise à ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif burkinabé. L'inauguration de cette première infrastructure d'envergure du site du mémorial Thomas Sankara vise à rendre hommage au père de la révolution d'août 83 et ses 12 compagnons, mais aussi perpétuer l'élan révolutionnaire enclenché le 17 mai 1983. L'érection du mausolée vise d'une part à célébrer la mémoire du capitaine Thomas Sankara et celle de ses 12 compagnons, et d'autre part à contribuer à la sauvegarde, à la préservation et à la promotion de l'héritage politique du père de la révolution d'août 1983. Il est prévu également à cette date du 17 mai 2025 le baptême de 12 rues au nom des 12 compagnons du président capitaine Thomas Sankara et le dévoilement de la maquette définitive du projet global du mémorial Thomas Sankara. Ce Conseil des ministres donne également son accord pour l'octroi du statut de pupille de la nation à 158 enfants mineurs des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à des enfants mineurs d'agents publics tombés sur le champ d'honneur ou blessés du fait d'exercices opérationnels dans le cadre de la sécurisation du territoire national. L'octroi du statut de pupille de la nation, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 2022 et de son décret d'application du 19 septembre 2023, permet aux bénéficiaires la gratuité, bien entendu, des soins de santé et de scolarité, un soutien matériel et financier et bien entendu un soutien psychosocial. Et conformément à la loi burkinabé, notamment le Code des personnes et de la famille,
72 personnes de 16 nationalités, demandeurs de la nationalité burkinabé, sont naturalisées. Signature d'un accord de joint venture entre la République du Niger et la société Survana Royal Gold Trading, une alliance qui vise à transformer localement les ressources aurifères du pays et à renforcer durablement l'économie nationale. Issa Ousmane Mahama et Hassan Abdoulaye Moussa. À Niamey, dans l'enceinte de la maison de l'uranium, un acte fort vient d'être posé. Le Niger et la société Survana Royal Gold Trading ont scellé un partenariat stratégique sous forme d'une jointe venture baptisée Royal Gold Niger SA, avec pour ambition de valoriser les ressources minières du pays à toutes les étapes, de l'extraction à la transformation jusqu'à la commercialisation. Un projet porté par le ministère des Mines sous le leadership du commissaire colonel Abarchi Ousmane, en présence du ministre délégué au budget, Maman Sidi, et du PDG du Survana, Patini Mansoukal. Cette signature incarne une volonté politique ferme, portée par les plus hautes autorités de la refondation, de faire du secteur minier un véritable levier de souveraineté, de prospérité et de dignité nationale. Le ministre des Mines a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision de la refondation nationale, amorcée depuis le 26 juillet 2023 par le CNSP. Désormais, l'or du Niger ne sera plus seulement extrait, il sera transformé ici, au profit des Nigériens. En effet, de par cet accord, l'État du Niger détient 45% de Royal Gold Niger SA et bénéficiera de l'apport technique de Survana Royal Gold Trading LLC. C'est une première car l'État du Niger ne s'était jamais investi auparavant dans une telle activité. Cette signature n'est qu'un premier pas sur le chemin de la prospérité, un chemin balisé par la vision des Niger souverains, prospère et maître de son destin. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce journal. À suivre dans nos programmes, votre émission Dambekene, une émission culturelle qui met en avant la richesse et la diversité de la culture malienne. Le thème de ce numéro spécial est 2025, année de la culture, notre dignité, notre souveraineté. Tamsir Diabaté reçoit professeur Ibrahim Diaye, Bakoroba Diabaté et sa femme. Dambekene est une réalisation de Mohamed Diaouré, dit confiance à suivre dans nos programmes votre émission culturelle Dambekene. Grand merci à nos téléspectateurs du cercle de Mondoro, de la commune de Pétéka et ceux de la commune de Djanweli, région de Douanza. Je vous souhaite un bon week-end. À demain 20h, mais d'ici là, retrouvez-moi dans le journal spécial de la première édition du Festival de la Mangue, tout à l'heure dans nos programmes également. Bonsoir à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses,